Jean-Marc Kabound, tire sur Tshisekedi. Écoutez. Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais bien. Est-ce que la prison vous a changé ? Vous savez, nous avons été arrêtés injustement. Et je dirais que ce que nous avons subi, c'était carrément de la persécution. Parce que lorsqu'on vous condamne à 7 ans injustement, et celui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même, vous vous dites que les carottes sont cuites et que vous n'avez qu'à patienter jusqu'au jour où vous serez libre. En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité est qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est resté caché faisait état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. En plus, ces gens n'ont pas pu tenir compte des femmes qui étaient incarcérées à Makala, parce qu'ils savent bien que chaque fois qu'il y a tentative d'évasion, les prisonniers se dirigent toujours dans le pavillon des femmes pour violer. Nous avons vécu des choses horribles. 400 femmes ont été systématiquement violées par des milliers de prisonniers. Ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ne sont pas venus intervenir. Et vous dites qu'il y a un rapport de l'administration pénitentiaire qui parle de 1500 morts ? Justement. Et ce rapport, vous l'avez vu ? Il n'a jamais été rendu public, il est resté confidentiel. Je dois vous dire ici que les prisonniers de Makala sont relégués à une existence indigne d'un être humain. Je dois ici vous dire que je ne regrette rien. Mes propos n'ont pas été virulents, moins encore des dénonciations comme beaucoup le disent, mais c'était tout simplement un témoignage citoyen d'intérêt public voué à l'émancipation du peuple congolais pour son développement, et c'est là pour garantir l'état de droit, le développement et l'éclosion sociale. Donc, ici, je ne voudrais pas que ma libération fasse l'objet des interprétations, des marchandages politiques. Donc, une décision a été prise pour arrêter l'injustice que j'étais en train de subir. Et pas par la volonté de Tshisekedi. Il faut avouer qu'il y a eu une forte pression depuis que j'étais en prison, tant par la communauté internationale que l'opinion publique interne du Congo. Les Congolais étaient mécontents de mon arrestation. Je crois qu'aujourd'hui, M. Tshisekedi est en train de manipuler l'opinion, d'instrumentaliser la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Parce qu'il est allé aux élections. Il a dit qu'il avait gagné les élections à 73% et qu'il s'est tapé plus de 450 députés au Parlement. Je crois qu'il contrôle carrément le Parlement à 90%. Donc, si aujourd'hui il estime qu'il doit recourir à l'opposition, ça voudrait dire que Tshisekedi est confronté à une crise de gouvernance. Il y a crise totale de gouvernance et pour moi, j'estime que le gouvernement d'union nationale qu'il propose de mettre sur pied ne résolvera rien du tout. Je crois que cela a été une obligation pour lui. Ça ne peut pas être considéré comme un cadeau que Félix Tshisekedi donne à l'opposition parce que moi, comme les autres prisonniers, Mike Mukebai et Seth Kikuni, étions incarcérés injustement. C'est-à-dire, notre place n'était pas en prison. Et d'ailleurs, je crois que notre libération, jusqu'à preuve du contraire, reste insuffisante parce qu'il y a encore des prisonniers politiques qui continuent de croupir en prison. Ici, je fais allusion à Jacques Ndala, qui continuent de croupir injustement en prison. Je vous dis ici que plusieurs généraux katangais sont arrêtés injustement, ils sont détenus dans des cachots en prison sans jugement, ça fait des années. Ici, je vais parler du général Filemon Yav, je vais parler du général Djadidja. Ils sont nombreux et je ne comprends pas qu'un pouvoir se résume à arrêter toute personne sans le moindre ménagement, sans tenir compte de la loi et surtout l'enfermer sans lui donner accès à un procès équitable. Je crois que cette situation taraude les esprits de tous. C'est-à-dire pour tout Congolais épris de paix et de justice, l'avancée du M23 dans notre pays est inacceptable. Et ici, je tiens premièrement à compatir avec cette population de l'Est qui souffre, ça fait maintenant 30 ans, qui souffre et elle est sans défense, abandonnée à la merci du Rwanda. Mais en même temps, je vais dire ici,
que l'implication du Rwanda dans tout ce qui s'est fait à l'Est à travers le M23 n'est pas à démontrer. C'est vrai, Tshisekedi ne gère pas le pays comme il se doit, mais nous ne pouvons pas ajouter à tout cela l'insécurité et la mort par les armes. Donc nous disons ici que le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC parce que le Rwanda viole le droit international, il viole la charte des Nations Unies qui dispose que l'agression est un acte proscrit par tous ces instruments juridiques internationaux. Aujourd'hui, vous avez le camp Tshisekedi qui est englué dans un narratif qui ne donne pas d'issue. Et d'ailleurs, je crois que Tshisekedi s'est fait prisonnier de son propre narratif. À force de dire que l'M23 sont des terroristes, aujourd'hui, il ne sait plus avancer. Mais au regard de la situation telle qu'elle se présente, qui est clair que la RDC n'a pas une armée capable de faire face au M23, il est de bon aloi que nous puissions envisager une solution politique pour résoudre cette crise. Le dialogue doit se passer en deux temps. Parce que la crise que nous avons dans la partie Est, c'est une crise armée internationale. Vous avez des armées de plusieurs pays qui sont sur notre territoire et qui combattent. Donc cette crise ne peut être endiguée que par un dialogue au niveau international, sous l'égide, bien entendu, des organisations régionales, sous-régionales, même internationales. Et là, je souscris la démarche du processus de Luanda qui voudrait que Kagame et Tshisekedi puissent trouver un accord pouvant permettre la cessation définitive des hostilités. Et cela aura l'avantage de permettre des actions humanitaires pouvant soulager ces populations meurtries tant longtemps. Et ce n'est qu'à cette condition qu'un dialogue national pourra maintenant avoir lieu avec les M23, j'insiste, avec les M23 comme partie au conflit. Et c'est M23 qui sera bien entendu débarrassé de RDF, de Rwandais, parce que l'accord que Tshisekedi et Kabila trouvera nous permettra de faire partir tous les militaires rwandais qui sont au M23. Et que ferons-nous des Congolais qui vont rester Nanga, Wilingoma et les autres? Donc, dire qu'on ne va pas négocier avec le M23, c'est une absurdité. Nous devons réfléchir. Le dialogue avec le M23, tout comme avec l'ensemble de la classe politique et de la société civile, demeure, c'est un impératif catégorique pour trouver la solution durable au problème de l'Est. Le régime Tshisekedi, qui est un régime finissant, doit laisser la place de 2028 et l'opposition ne va pas refaire la même erreur qu'en 2018 où elle est allée diviser et une partie a pris le pouvoir visiblement sans programme réel, sans vision pour diriger le pays. Mais cette fois-ci, le Congo a tant souffert. Le Congo a besoin des dirigeants honnêtes, des gens qui vont accéder au pouvoir pour travailler afin de pouvoir donner le changement entendu par notre peuple. Et vous êtes en contact également avec l'ancien président Kabila? Je crois que c'est un acteur politique important de notre pays. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas être en contact avec lui. Mais d'ailleurs, moi, je veux même plus loin. Si demain, j'avais l'occasion d'avoir le contact de Nanga, je l'appellerai et je lui parlerai. Je lui dirai ce que je pense de ce qu'il est en train de faire. Donc, je suis là pour parler à tout le monde. Je lui dirais tout simplement que ce qu'il est en train de faire, on l'a déjà vécu dans ce pays. Avec Mouzé Kabila, on connaît les conséquences. Il doit arrêter de verser le sang des Congolais et revenir vite. Il doit décréter un cessez-le-feu. Et le gouvernement, je crois que dans sa position actuelle, ne pourra pas s'y opposer pour accepter d'intégrer le processus du dialogue en fin d'une résolution pacifique de ces conflits. Non, ça c'est une vaste blague. Changer la constitution pour briguer un troisième mandat, c'est une insulte à notre combat. C'est fouler aux pieds le combat de Etienne Tshisekedi. Je crois que cela restera comme une tache noire que personne n'oubliera à son passage à la tête de ce pays. Je ne suis ni demandeur ni preneur de ces gouvernements. Tshisekedi n'est pas un homme de parole. Tshisekedi ne respecte pas ses engagements vis-à-vis des autres. Donc pour moi, je n'ai pas de garantie et je considère que cela est derrière moi. Non, pas encore. Non, moi, je n'en ai pas l'intention, je ne trouve pas l'intérêt de lui parler, mais si lui le désire, je ne lui fermerai pas la porte, je lui dirai ce que je pense. Comme je vous ai dit ici que le jour que j'aurai l'occasion de parler à Nanga, je lui parlerai, je n'aurai peur de rien. La politique nous exige de toujours parler, échanger. Non, depuis que j'étais arrêté jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais parlé.
Bien sûr, nous présenterons notre vision du Congo. C'est avec ça que nous solliciterons le suffrage de notre peuple pour nous rassurer que nous pouvons faire quelque chose pour ces pays. Oui, l'opposition congolaise a été toujours plurielle. Dès lors que nous avons un processus électoral équitable, transparent, nous n'avons pas de crainte que celui qui va l'emporter va normalement diriger le pays. Jean-Marc Kabound, merci.